Madame la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, chère Geneviève, Madame la ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap, chère Charlotte, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président de l'INSERM, Monsieur le Président de l'Université Paris-Cité, Mesdames et Messieurs les Présidents d'université, Monsieur le Président de la Conférence des doyens de médecine, Monsieur le Président de la Conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires, Monsieur le Président de la Conférence des présidents de comités médicaux d'établissement, Mesdames et Messieurs les doyens, chers membres des facultés de médecine et de santé, cher Monsieur Jacob, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, et si vous me le permettez, chers amis, je suis évidemment très heureux d'être parmi vous pour cette nouvelle édition des États généraux de la formation et de la recherche médicale. 13 ans après leur première édition à Bobigny en 2011, leur inscription dans le temps témoigne de leur utilité pour déboucher sur des résultats concrets. Je vous félicite donc pour cette longévité et je vous remercie encore une fois pour cette invitation, car je sais combien ces États généraux sont en général attendus et sont surtout aussi l'occasion de permettre un échange très riche. Et comme vient de l'indiquer ma collègue Geneviève Darrieussecq, ces conclusions sont aussi très utiles pour le gouvernement. En tout cas, soyez assurés que nous serons attentifs aux propositions que vous serez amenés à faire. Alors, mon message devant vous aujourd'hui pourra se résumer en quelques mots. Approfondir, accompagner, investir. Approfondissement des réformes de la formation vers plus d'ouverture à la diversité des parcours en réponse aux besoins évidemment des territoires. Accompagnement des étudiants engagés dans ces études que nous savons combien elles sont exigeantes. Et enfin, investissement dans la recherche en santé, publique comme privée. Ces dernières années, la formation en santé a évolué, ça vient aussi d'être rappelé par ma collègue, dans le sens d'une plus grande ouverture à la diversité aussi bien des individus que des parcours. Cette dynamique doit aujourd'hui être poursuivie, consolidée, dans le sens d'une ouverture aux métiers intermédiaires de la santé et d'une attention plus grande aux besoins en couverture médicale exprimés évidemment localement par nos concitoyens. Et l'élu que j'étais encore il y a quelques semaines, surtout d'une circonscription rurale, a parfaitement conscience des enjeux que cela représente pour l'ensemble de la collectivité nationale. La réforme des études de médecine et plus largement des études en santé mériterait d'être qualifiée de grande cause nationale, tant sa réussite a un impact immédiat sur la capacité de répondre aux besoins les plus fondamentaux de notre population française. L'accès à la santé et aux soins est au premier plan d'ailleurs des inquiétudes de nos concitoyennes et de nos concitoyens et constitue un bien commun qu'il nous appartient évidemment de préserver. Depuis une dizaine d'années, des évolutions majeures étaient attendues et sont intervenues dans la formation au métier de la santé en vue de renforcer l'aspect pratique des études avec, il faut bien le dire et c'est heureux, un certain succès. Le deuxième cycle des études médicales en constitue aussi un très bel exemple. La mise en place à grande échelle de nouveaux examens basés sur l'évaluation des compétences et avec effet classant est probablement, si j'en crois mes informations, une première mondiale. Aussi voudrais-je profiter de cette occasion pour remercier toutes les équipes universitaires, les personnels administratifs et les enseignants, les étudiants et tous les intervenants extérieurs pour le plein succès de la première session des épreuves dématérialisées nationales et la tenue des examens cliniques objectifs et structurés. Ces évolutions semblaient nécessaires pour remettre au cœur des études la relation médecin-malade et rendre plus fluide pour les étudiants le passage des études de médecine vers l'internat. Il est toutefois évident que des ajustements seront encore nécessaires, notamment pour consolider l'organisation de ces épreuves et s'assurer de leur reproductibilité. De même, depuis 2019, le mode d'entrée des études de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique s'est ouvert à la diversité des parcours et des profils, et là aussi, c'est très heureux. 5 ans plus tard, il est possible d'en tirer les premières conclusions. D'un côté, cette ouverture correspond à une reconnaissance de la richesse des parcours et à la diversité des besoins en santé du pays. Faire médecine, ce n'est pas seulement exercer pour le soin, c'est aussi s'engager pour la recherche, pour la santé publique, en fonction évidemment des sensibilités, des intérêts des étudiants.
De plus, cette réforme a mis fin à une situation quelque peu injuste dans laquelle se retrouvaient des étudiants que l'on qualifiait de reçus-collés, qui ne pouvaient pas valoriser les efforts très réels fournis pendant la première année d'études. Ces points sont unanimement reconnus comme positifs et devront évidemment être préservés. D'un autre côté, il faut reconnaître que cette réforme reste perfectible. À ce stade, il apparaît nécessaire d'améliorer sa lisibilité et l'accompagnement des étudiants dans leur engagement vers les métiers du soin. 3 axes principaux se dégagent à ce stade. Simplifier l'accès à la première année tout en s'adaptant aux possibilités des institutions locales, renforcer la filière de la licence en santé qui prend toute sa valeur pour favoriser, le cas échéant, la réorientation d'un certain nombre d'étudiants, et enfin, renforcer les voies de passerelle, précoces ou tardives, avec des licences génériques bien choisies, qui soient un vrai socle pour la diversification du profil des étudiants. L'objectif n'a pas changé, que chacun trouve la voie qui lui correspond en garantissant aux étudiants le droit de changer d'orientation en fonction de leur évolution personnelle, tout en respectant leur vœu initial de s'engager pour la santé de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Ces mesures fondées sur la demande des étudiants doivent être complétées par des mesures portant sur l'offre de formation. En particulier, je souhaite pouvoir élargir les reconnaissances universitaires des professions de santé. Et c'est là aussi un travail que nous devons mener à bras-le-corps en travail interministériel. L'exemple de la médecine générale, dont l'intégration universitaire a été lancée il y a une dizaine d'années, démontre qu'une telle démarche peut fonctionner. Aujourd'hui, la médecine générale est bien une voie d'excellence dont la touche finale sera portée par l'ouverture de la dernière année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale en 4e année. À ce titre, c'est bien le déploiement des internes sur l'ensemble des territoires auprès des praticiens et des structures ambulatoires de santé qui renforcera le service rendu à la population en termes d'accès aux soins. J'ai rappelé notre attachement à l'adaptation aux besoins concrets de la population en matière de santé. Ces besoins dépassent la seule formation de médecins. C'est pourquoi je souhaite axer ces efforts d'intégration universitaire sur les métiers intermédiaires de la santé. J'ai conscience des efforts qui seront évidemment nécessaires pour ce faire. En particulier, il sera nécessaire de concevoir de nouveaux statuts universitaires pour les enseignants qui seront concernés. Mais ces efforts, j'en suis sûr, seront récompensés, car je suis convaincu que les réseaux des professionnels de santé, dans les structures de soins comme en ambulatoire, sont une richesse en potentiel de formation pour les étudiants. Nous souhaitons nous appuyer davantage sur ces nouveaux terrains de stage dans les territoires mobilisant la responsabilité en santé, évidemment, des universités. J'ai beaucoup évoqué les besoins de la population, mais il convient également de s'attarder sur les besoins des étudiants, qui doivent être mieux accompagnés à mesure que davantage de responsabilités leur sont dévolues. Les internes en médecine ne sont pas seulement de futurs professionnels en formation. La récente réforme du 3e cycle, et en particulier la reconnaissance de leur statut de docteur junior, permet aux internes de pleinement s'approprier leur rôle, de gagner en autonomie et de réaliser avec humilité la tâche immense qui leur incombe désormais. Je tiens d'ailleurs à saluer et à remercier tous les étudiants, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, dans les hôpitaux ou en ambulatoire, toujours aux côtés des patients. Je sais ce que vous donnez en temps, en énergie et en jeunesse. C'est pourquoi il nous revient de vous donner évidemment en retour. Les réformes de la formation évoquées en allant vers un élargissement et une ouverture des parcours et des fonctions visent évidemment à favoriser votre réussite et votre épanouissement professionnel en vous rendant plus libre de vivre cette vocation de la façon qui vous convient le mieux à titre individuel. Mais ce n'est pas assez que de s'arrêter aux déterminants de la réussite professionnelle. Plus que jamais, des responsabilités plus lourdes pèsent sur les jeunes et commandent d'être attentifs, évidemment, à leur santé et notamment à leur santé mentale, cause nationale de l'année 2025, nous le savons tous. Pour ce faire, nous avons aussi voulu être à l'écoute des étudiants, du CNUS et des établissements pour renforcer l'approche médico-sociale et élargir les domaines de prise en charge proposés aux étudiants par un programme d'aide à l'accès aux soins de santé. À cette fin,
des outils numériques seront mobilisés dans une démarche d'aller vers pour une meilleure information et une facilitation évidemment de cette démarche. La charte Jacob, qui va être signée dans quelques instants, illustre un nouvel engagement. Nos structures sont mobilisées pour l'inclusion des étudiants porteurs d'une différence physique ou intellectuelle qui, justement, ne doit jamais devenir un handicap. Enfin, accompagner les jeunes signifie également leur donner les moyens de se développer et valoriser leur engagement, y compris à l'international. Les récents événements qui se sont tenus en France en rapport avec le sommet de la francophonie ont souligné l'importance des programmes de mobilité francophone pour les échanges d'étudiants, le partage des expériences et des cultures. Il faut permettre aux étudiants en santé d'y avoir leur part et je suis ravi de constater qu'un certain nombre de représentants de pays membres de la francophonie sont également présents au cours de ces États généraux. Voici donc mon message pour les jeunes et les étudiants. Ces journées sont celles de votre avenir. Elles ne se font pas sans vous et nous demeurerons, comme je l'ai dit en entame de mon intervention, à l'écoute, y compris lorsqu'elles seront achevées. Le doyen Jean-Luc Dumas y veillera à mes côtés comme conseiller spécial et je pense que lui qui est avec d'autres à l'origine de ces États généraux à Bobigny voici quelques années, en tout cas aura une oreille attentive, soyez en assurés. Réformer les études de santé, accompagner les étudiants, c'est investir dans les domaines et les femmes de demain. Mais outre les individus, il faut investir dans la recherche, car je crois sincèrement que la recherche est un investissement, j'ai eu l'occasion de le dire, et je pense que le président de l'INSERM ne me démentira pas. La recherche joue un rôle capital, ne l'oublions jamais. L'année qui est devant nous sera à cet égard déterminante. Malgré l'effort collectif qui est demandé en matière budgétaire à la nation, notamment en termes de deniers publics, le budget de la recherche a été préservé et je pense que c'est aussi un point qu'il faut souligner ce matin. Il nous revient désormais de nous assurer que les fonds soient utilement investis en simplifiant la coordination des organisations et l'application de la recherche au progrès, évidemment, de la médecine. La recherche est de manière générale un outil de notre compétitivité. Les interfaces entre la recherche et le monde économique favorisent bien entendu aussi l'innovation et les retombées positives, potentiellement aussi la création de richesses. Mais en santé, l'enjeu est plus profond encore. La politique de recherche doit permettre d'y bâtir des écosystèmes de recherche, de valoriser les interfaces du continuum de la recherche avec les acteurs du territoire et de cibler évidemment les secteurs d'avenir. Je ne m'appesantirai pas plus longtemps sur ce point, mais ces synergies et ces relations entre acteurs, y compris public-privé, font partie des orientations plus transversales de notre feuille de route, de même qu'une responsabilisation des établissements renforcée par une plus grande autonomie. Les réflexions sur les pratiques scientifiques au programme de votre réunion et la diversité des solutions discutées sont évidemment significatives et illustrent l'application de cette politique de recherche. Mesdames et messieurs, je sais votre engagement à toutes et à tous pour notre santé, animé d'un même souci de l'excellence dans le service rendu à notre population et à nos territoires. Cette excellence, c'est vous, conférences universitaires et professionnelles de santé, gouvernance des hôpitaux, qui la soutenez avec les usagers et vos partenaires, et je vous en remercie évidemment très vivement. Remettre de l'universitaire dans la santé, travailler pour les générations qui exerceront leur métier, comprendre l'évolution des besoins des patients pour y répondre par la formation et la recherche, voilà notre feuille de route et nous la conduirons ensemble, soyez en assurés. Je suis très heureux d'avoir pu partager ces convictions avec vous et je vous souhaite à toutes et à tous des états généraux stimulants et des échanges qui, j'en suis certain, seront extrêmement passionnants. Merci infiniment.